la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Entre Paris et Rouen, sur les bords de la Seine, un énorme château que l'on appelle Château Gaillard. Vous allez nous en parler aujourd'hui. Je vais essayer, Yann, effectivement. En effet, au début du XIIIe siècle, il va y avoir un événement parmi d'autres extrêmement important sur le plan militaire et donc sur le plan politique dans les relations entre la France et l'Angleterre. C'est la prise par les Français, par Philippe Auguste, de ce gros château, de cet important château que vous venez d'évoquer sur les bords de la Seine, Château Gaillard. C'est un événement très important et donc je vais essayer de vous le présenter. Alors, au tout début du XIIIe siècle, évidemment, les ennuis que l'on avait pressentis, voyez-vous, en présentant donc les conséquences du mariage d'Aliénor d'Aquitaine, le second mariage, se vérifient, c'est-à-dire les rois se font automatiquement la guerre puisqu'ils n'admettent ni l'un ni l'autre, Henri II, Plantagenet, et puis donc le roi de France, Louis VII, ensuite donc, c'est Philippe Auguste, ils n'admettent absolument pas la situation. Alors, il y a donc la guerre, une guerre latente, avec des trêves. À l'époque, ça coûte cher la guerre, il faut payer les soldats. Mais il y a une guerre latente sous le règne de Philippe Auguste. Alors, Philippe Auguste, au début, fait la guerre au roi Henri II, bien sûr, sans résultat marquant, parce qu'Henri II est un rue de Gaillard. L'objectif de Philippe Auguste, c'est de reprendre, de récupérer les terres qui lui appartiennent de droit, puisque ça fait partie du royaume de France. Ce n'est pas l'Angleterre qu'il veut prendre, ce sont les terres que les Anglais ont prises en France. Et dans ces conditions, Philippe Auguste fait la guerre avec donc Henri II Plantagenet. Quand il disparaît, alors là, il y a les deux enfants d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine qui entrent en piste, le droit d'aînesse. Ce sont des garçons, bien sûr. Il s'agit de Richard Cœur de Lion. Et à sa mort, c'est son frère, Jean Santerre, qui va lui succéder. Et au temps de Richard Cœur de Lion... Jean Santerre, il n'a pas été très clair, même durant la royauté de son frère Richard Cœur de Lion. Tout à fait. C'est-à-dire que autant les deux garçons, les deux hommes, sont très différents. Richard Cœur de Lion est tout d'une pièce. C'est un seigneur extrêmement brillant, un très grand guerrier, un fonceur. Alors qu'au contraire, Jean Santerre, qui même, d'après ce qu'on sait physiquement, avait une mine plus chafouine, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop se battre, qui préfère les négociations, les coups fourrés, etc. Voilà. C'est effectivement, Jean Santerre, quelqu'un qui n'a pas du tout l'aura de son frère. Et vous allez voir, Philippe Auguste va en profiter. Parce que, au temps de Richard Cœur de Lion, à la tête de l'Angleterre, ça se passe comme avec son père. Richard Cœur de Lion, je ne dis pas qu'il y a match nul, mais enfin finalement, Philippe Auguste ne peut pas emporter de succès probant. Richard Cœur de Lion est un gros morceau. Mais le remplacement, à la mort de Richard Cœur de Lion, qui n'a pas d'enfant, le remplacement de Richard Cœur de Lion par Jean Santerre, ça facilite évidemment les choses pour la France et pour en particulier le roi de France, Philippe Auguste. Et c'est ainsi que Philippe Auguste donc continue donc de suivre les idées qu'il a dans sa tête depuis longtemps, c'est-à-dire récupérer les territoires que les Anglais ont en France. Et au temps d'Henri II, Plantagenet, comme je vous l'ai dit, il n'a pas pu bien progresser. Mais avec Jean Santerre, c'est autre chose. Il se rend compte que là, il peut profiter de la situation. Jean Santerre, militairement, politiquement, n'est pas un adversaire à sa mesure. Et alors, donc, au tout début du XIIIe siècle, Philippe Auguste, nous sommes en 1203, il va lancer une violente attaque contre le château, donc qu'on appelle Château Gaillard. Et alors, pourquoi Château Gaillard? Alors d'abord parce que c'est un château extrêmement important, construit donc à l'époque de Richard Cœur de Lion. Un château impressionnant et prestigieux. Et sa prise représenterait psychologiquement, pour le roi de France évidemment, arracher le château Gaillard aux Anglais qui l'ont construit, ce serait un atout formidable. Et alors surtout, stratégiquement, vous l'avez dit, le château Gaillard, c'est un château fort tout à fait impressionnant, sur des hauteurs calcaires qui domine la Seine, donc une position défensive remarquable. Et la position stratégique, elle est très bonne parce que à cet endroit-là, Château Gaillard se situe à peu près
tout près de la Seine, au sud-est de Rouen. Par conséquent, c'est la porte de la Normandie. Château-Gaillard verrouille la porte de la Normandie. Pour prendre Rouen, le roi de France doit automatiquement d'abord prendre Château-Gaillard. Alors, dans ces conditions, eh bien, donc à la fin de l'année 1203, Philippe Auguste, avec des troupes, quelques milliers d'hommes, à l'époque les armées n'étaient pas très nombreuses, vient mettre le siège devant le château Gaillard. Ce qui est tout à fait curieux, c'est que si le roi d'Angleterre avait été Richard Cœur de Lion, Richard Cœur de Lion aurait été dans Château-Gaillard pour le défendre. Jean Santerre, non. C'est pas qu'il se désintéresse, mais il ne veut pas affronter Philippe Auguste. Ce n'est pas un guerrier. Je ne dis pas qu'il est peureux, mais c'est comme ça. Et Philippe Auguste va en profiter. Mais la garnison de Château-Gaillard, qui est une garnison anglaise, qui a la mission de fermer la porte de la Normandie devant le roi de France, eh bien, ne se laisse pas faire et elle résiste. Elle n'a pas besoin d'être très nombreuse parce que ce sont des remparts, des tours, un donjon impressionnant, en plus sur une butte, voyez-vous, très difficile d'accès. Le siège va durer quelques mois et finalement, le 6 mars, les défenseurs sont amenés à capituler. Bon, ils capitulent alors qu'ils ont bien résisté. Mais il se trouve, et là l'histoire n'a pas pu élucider ça, on ne peut pas dire que Château-Gaillard, objectivement, a été pris d'assaut par les troupes de Philippe Auguste. Il y a eu soit une négligence coupable, soit une trahison de la part de soldats qui étaient dans le château, c'est-à-dire que, à leur grande surprise, les assaillants, les Français, en escaladant de nuit, ont pu entrer par une porte qui n'était pas fermée, voyez-vous. Bon, et une fois qu'ils se sont trouvés à l'intérieur, comme ils étaient plus nombreux, il y a eu des combats acharnés, les Anglais ont abandonné les murailles, se sont réfugiés dans le donjon, on s'est battu, on s'est entretués dans le donjon, et les Anglais ont fini évidemment par capituler. Alors voyez-vous, cette prise de Château-Gaillard, bon, ce n'est jamais que la prise d'un des 100 et quelques châteaux forts qui pouvaient exister dans cette partie de la France. Mais, comme c'est un château très prestigieux, un château placé là pour barrer la route de la Normandie donc aux Français, la prise de Château-Gaillard a un retentissement psychologique dans tout le royaume. À l'époque, il n'y avait pas les chaînes d'information, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais l'information circulait. On estime qu'en bout de 15 jours, 3 semaines, dans tout le royaume, on était au courant de ce qui s'était passé. Bon, alors donc la prise de Château-Gaillard a une énorme importance psychologique pour le roi de France, pour Philippe Auguste. Ça va lui donner un ascendant considérable. Et en plus, stratégiquement, alors là, puisque la porte de la Normandie a été enfoncée, Philippe Auguste, sur sa lancée, occupe Rouen, fait la conquête de la Normandie, et dans les années qui suivent, comme Jean Santerre n'est pas homme à lui résister, peu à peu, Philippe Auguste, dans les dernières années de son règne, il va récupérer les armes à la main, toutes les possessions anglaises en France, sauf, attention pour la suite, sauf l'Aquitaine. Il ne peut pas toucher à l'Aquitaine. Mais la Touraine, le Maine, l'Anjou, la Normandie redeviennent françaises. Alors, ils étaient dans le royaume de France. Mais là, maintenant, c'est le roi de France qui contrôle effectivement ces régions. Donc, importance extrême, Yann, de la prise du Château-Gaillard. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.